Bonjour, nous sommes sur la télévision de la subconscience. Je vais vous parler d'un terme qui est un peu, dont on n'a pas tout à fait pris la dimension, c'est le mot fierté. Quand les gens disent je suis fier d'être français, ou je suis fier de toi, ou je suis fier de je sais pas quoi, etc. Cette notion de fierté est intéressante parce que elle est, elle est dans l'altérité en fait. On pourrait dire je suis fier de moi-même, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais souvent c'est utilisé par rapport à quelqu'un d'autre. Et même quand je l'ai fait, quand je suis fier au nom de ceux que je représente, pour ceux que je représente. Donc la notion de fierté implique une forme de plaisir par procuration, en quelque sorte, par délégation. Par exemple, nous sommes fiers d'avoir tel et tel grand homme de science en France, tel homme, tel musicien, etc. Nous sommes fiers de certains personnages qui ont atteint une certaine excellence et qui représentent en quelque sorte notre communauté, notre peuple. Donc la fierté, c'est aussi le sentiment d'une communauté par rapport à un personnage qui la représente de manière particulièrement brillante. Et ça met en avant, en évidence, cette question de l'interaction entre l'individuel et le collectif qui est au cœur de ma démarche. Tous les gens n'atteignent pas une réalisation absolue. Quand je dis par exemple que les hommes ont une certaine capacité de création, ça ne signifie pas que tous les hommes deviennent des étoiles majeures. Et une des raisons qui fait qu'une certaine hiérarchie se met en place, et qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit, c'est justement cette notion de fierté. C'est-à-dire que on peut être fier d'être du même groupe que telle personne. Par exemple, pour les juifs, par exemple, il y a des juifs qui sont très fiers que Freud, Marx, Einstein soient juifs. Ils en sont fiers parce que ça rebondit sur leur propre identité, ça rebondit sur leur propre image d'eux-mêmes. Puisque lui, il a fait ça et qu'il est juif, moi je suis juif, donc je peux faire ça. Mais, voyez-vous, il y a une sorte de dialectique assez complexe et qui fait que finalement, on peut se démobiliser, si vous voulez, en quelque sorte, se démotiver en se disant qu'après tout, l'autre nous représente, ce qui est un petit peu démobilisateur, si on veut. Alors du côté des femmes, c'est encore plus compliqué, parce que il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup et que les femmes, à mon avis, aujourd'hui ne sont pas encore disposées à entendre, parce que c'est de l'ordre de la subconscience, justement, c'est l'idée que les femmes sont fondamentalement grégaires. C'est-à-dire que, alors c'est un peu paradoxal, elles sont grégaires de facto, mais pas forcément au niveau de leur conscience. Je veux dire par là que une femme, par exemple, qui va jouer une sonate de Beethoven, ou un nocturne de Chopin, peu importe, elle va affirmer son individualité, quelque part. Mais en même temps, elle n'est pas toute seule à faire cela. Et je pense même que ça ne ferait même pas de sens si elle était toute seule à le faire. Elle le fait parce que ça se fait, parce que ça s'est fait, parce que d'autres le font. Donc son affirmation individuelle, elle est finalement tributaire d'un mouvement collectif. Et c'est dans ce sens-là qu'elle peut fonctionner en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement important, ce point. Parce que ça signifie en fait que elles ne peuvent pas véritablement se distancer. Elles ne peuvent pas véritablement s'affirmer en vérité, finalement. Elles ne peuvent s'affirmer
que parce qu'il y a déjà quelque chose, parce qu'il y a déjà un modèle, parce qu'il y a déjà un mouvement, parce qu'il y a déjà un processus qui est engagé et auquel elles se joignent. Mais elles ne peuvent pas véritablement prendre la tête d'un processus qui n'existerait pas encore. Elles ne peuvent pas être à l'origine d'un processus. Sauf peut-être dans le cas de la condition féminine, ce qui est un cas un peu anecdotique. Mais d'une manière générale, elles sont dans un collectif un petit peu panurgien, faut-il le dire quelque part, un petit peu troupeau. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, cette notion de troupeau est très importante. Les ouailles, le pasteur c'est celui qui conduit le troupeau. Donc on a bien cette dialectique. Donc, d'une certaine manière, les femmes ont besoin d'un pasteur, sinon d'un passeur. Elles ont besoin d'un pasteur qui montre le chemin, qui montre la voie, même si ce pasteur d'ailleurs est mort, même si ce pasteur a laissé derrière lui des œuvres et qu'après il s'est retiré, il a disparu. Mais il faut cette dimension-là. Et ça, c'est subconscient, ça n'est pas forcément assumé complètement par les femmes. Donc, il y a des périodes, ce qui est un peu délicat, effectivement, ces grandes périodes du collectif, comme la Révolution française, comme décembre 1989, comme mai 68, comme le printemps arabe, etc. Moi, à mon avis, les femmes jouent un rôle majeur dans ces périodes, dans ces processus-là. Mais elles ne sont pas toutes seules, bien évidemment, il n'y a pas que des femmes. Mais quelque part, c'est quelque chose de profondément féminin. Donc ça appelle aussi le féminin chez les hommes, pour parler comme certains de l'animus et l'anima. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du fronné. Quand on est engagé dans une manifestation, quand on suit une parade, quand on suit un mouvement, un défilé, on est dans une démarche féminine, fondamentalement. Et inversement, quand on est complètement dans un acte complètement personnel, individuel, et qui est dans l'exploration, qui est dans l'avant-garde, on est dans une démarche masculine, même si on est une femme. Et vous, il y a, à mon avis, cette problématique qui est là. Le masculin, c'est avant tout l'affirmation de l'individu. Donc quand une femme affirme son individualité, quand elle l'affirme, avec plus ou moins de vraisemblance, elle affirme quelque chose de l'ordre du masculin. Et quand un homme s'identifie à un mouvement, à un groupe, à une communauté, il affirme sa valeur féminine.